Merci à Franck Pourcel pour ces images. Je crois qu'elles nous permettent, ceux qui ne le connaissaient pas, d'entrer dans ce lieu de recueillement, d'en découvrir la force, l'hôpital aussi, le traitement. Donc j'aimerais, Béatrice Dergazarian, à nouveau commencer par vous. Ce qui frappe, en tout cas dans ces images, je dirais, c'est la part de l'humain. Et dans humain, il y a main. Et il me semble qu'un des éléments, d'ailleurs, ça se termine sur ces mains du traitement, sur ces mains du soin, sur ces mains qui prient. Voilà. Comment est-ce que vous voyez ces images qu'on essaie de partager pour entrer et, finalement à la fois dans le soin et dans le recueillement, puisque vous avez accompagné, été intercesseur. On vous voit d'ailleurs à plusieurs reprises dans ce travail. Comment est-ce que vous, voilà, qu'est-ce que vous racontent pour vous ces images en lien avec ce lieu de recueillement pluriconfessionnel, puisqu'on voit aussi évidemment la pluralité religieuse qui est manifeste dans ses pratiques et dans la façon dont le lieu lui-même a été construit. Béatrice Dergazarian. C'est pas très précis comme question, je trouve, mais bon, je vais essayer de répondre. C'est ce qu'on appelle une question ouverte. Ouais, mais alors, de temps en temps, il faut mieux que ce soit très fermé pour moi. Mais les mains, de toute façon. Partons des mains. Voilà, partons des mains. Les mains, effectivement, ça me fait penser à une chanson de Jean-Jacques Goldman. Si j'étais le rabbin d'Elphine Horviller, je vous chanterais la chanson de Jean-Jacques Goldman qui parle des mains qu'il vaut mieux avoir ouvertes pour accueillir ce qu'on a à accueillir, plutôt que fermer et refuser ce qu'on a à vivre. Voilà. Et ces mains aussi qui peuvent nous soutenir quand on est au fond du trou, quand vraiment on est dévasté. Ces mains qui sont là pour demander aussi, ouvertes vers le ciel. Voilà. Et ces mains qui font effectivement... moi, je trouvais très beau, effectivement, la relation, les mains qui se tiennent avec le cordage qui nous permet effectivement de tenir debout. Voilà, les mains. Alors, Michelangelo Pistoletto, vous avez, en commençant à raconter un peu la construction de ce mètre cube d'infini, donc là, on l'a vu, avec effectivement ces jeux en miroir qui se font écho et qui nous renvoient à l'infini. Donc peut-être même question ouverte. Comment est-ce que ces images, finalement, est-ce qu'elles vous paraissent rendre compte un peu de cette approche, de ce lieu pluriconfessionnel que vous avez choisi de faire naître à l'Institut Paoli Calmette? D'abord, je dois dire, dans ce film, je l'appelle film parce que c'est une séquence. C'est un récit, effectivement. C'est un récit. Donc, j'ai trouvé que le rapport entre la corde, de la façon qu'elle a été reprise en rapport avec les mains est formidable. Parce que c'est vraiment le côté visible de mètre cube d'infini. Ce n'est pas le miroir. On ne voit pas directement ce qu'il y a dedans, qui est l'infini. Mais on a le côté fini. Nous, on est dehors du mètre cube. Mais quelqu'un m'a demandé, mais l'infini dedans, le reflet infini de ce cube, on ne le voit pas parce que c'est sombre. Il n'y a pas la lumière là-dedans. Mais je dis non, c'est pas vrai, parce que nous, on le voit. On a l'expérience. On a l'expérience de voir des miroirs qui se reflètent l'un dans l'autre. Donc, c'est notre mémoire et notre expérience qui fait
que nous entrons on entre dans ce cube et on le rend lumineux. C'est-à-dire, c'est la lumière de notre esprit qui nous rend visible ce qu'on a dedans. Donc là-dedans, il y a la lumière de l'esprit. Et dehors, on a la physicité de l'existant. Et moi, je n'ai pas voulu coller les miroirs ensemble, parce qu'ils restent ensemble, parce qu'autrement, le cube se défait, il ne reste pas ensemble. Alors, avec la corde, j'ai lié le cube de façon qu'il soit comme les nerfs. Les nerfs de la main. C'est le système organique. C'est le système organique qui tient les miroirs ensemble. Et ça a été très bien remarqué à travers la reprise des photos en le liant avec l'organisme humain dans lequel chaque miroir cherche l'autre avec une physicité. Hein? C'est formidable. Oui, effectivement, l'art, ça permet de rendre visible. Bien fait. Alors, Dominique Marinenchi, j'aimerais, finalement, on a vu à travers ces images la généalogie de ce lieu. Comment on est, donc ma question, c'est comment est-ce qu'on est passé d'une aumônerie à un lieu de recueillement, voilà, pluriconfessionnel, à Marseille, et quel sens ça a, non seulement au moment où ça a été fait en 2000, il y a 24 ans, mais quel sens ça a évidemment pour aujourd'hui et pour demain. Un bref souvenir. Vous avez vu dans quel état était la chapelle. Elle était très traditionnelle, mais elle était vide. Personne n'avait vraiment envie d'aller se recueillir, sauf lorsqu'il y avait une célébration. Et l'hôpital, c'est un endroit où on soigne, où on bouge tout le temps. Et j'étais jeune directeur d'hôpital. Je me suis dit, ça ne sert à rien, cette chapelle, on va fermer. Bien devant le micro, Dominique. Voilà, on va fermer. Et puis, et donc, évidemment, l'aumônière était troublée en disant, mais quand même, c'est un lieu où il y a des gens qui viennent prier. Et on a dit, OK, mais à ce moment-là, il faut que tout le monde puisse venir, quelle que soit notre religion et quelle que soit notre absence de religion. Quand on rencontre la maladie, on n'a pas forcément envie d'aller boire des bières au bistrot du coin ou d'aller fumer. Il faut offrir un lieu. Et donc, la rencontre avec Michelangelo Pistoletto, je n'ai pas encore dit le nom, mais il a appelé son œuvre qui est au-delà du mètre cube d'infini, c'est l'ensemble. Il appelait ça le temple des religions, le panthéon des religions, le panthéon de Marseille. Et ça, c'était très important que tout le monde puisse s'y retrouver, quelle que soit sa confession. Et vous avez vu aussi... Et ceux qui n'y croient pas, d'ailleurs. Oui, sa confession ou son absence de confession, parce que l'émotion qu'on a entendue de tous les êtres humains qui font ces mauvaises rencontres avec la maladie, eh ben, elle est universelle. Et c'est peut-être le devoir de l'hôpital que de prendre en compte ces énormes émotions. Alors, vous avez vu dans ces photos magnifiques, et j'aime bien l'harmonie de ce n'est pas qu'une représentation de l'art. C'est pas une installation, c'est une intégration de ce mètre cube d'infini dans un lieu qui vit, où on vit, où on meurt, où on pleure, où il y a des gens qui bougent, et on offre un endroit et un espace de calme, de sérénité et de silence. Il faut se rappeler que la fonction de l'hôpital, c'est pas de faire un musée, c'est pas un endroit où on va voir des œuvres. La fonction de l'hôpital, c'est il y a des gens qui passent, qui souffrent, mais il faut leur offrir aussi des moments de soulagement, de recueillement. Et ce qu'on a bien vu dans ce reportage aussi, c'est le besoin du temps et d'avoir le temps de souffler un peu, le temps de réfléchir ou de ne pas réfléchir ou de se vider. Voilà l'histoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé sous-titré cette rencontre « Le temps du recueillement ». Et justement, le temps file. Nous sommes comme prévu à 10h30 passé. Donc nous avions ce premier moment d'écouter et de voir pour vous permettre finalement d'entrer et de découvrir ce lieu. Nous allons entrer maintenant dans un autre rendez-vous. Et donc j'appelle Isabelle Saint-Martin, Dionysie Albera et Fethi Benslama à rejoindre. Merci à Béatrice Dargazarian pour
tout ce qu'elle a fait pour ce lieu, pour rendre possible... je vais garder le micro.